pour moi, c'est de produire mieux et en parfaite harmonie avec l'environnement. Mais, moi j'ai, dans ma définition à moi, si je devais en donner une, je dirais que dans cette démarche-là, il faut conserver des niveaux de productivité très élevés. Par évidence, le monde, la population augmente à vitesse exponentielle. On a besoin, le changement climatique est en train de déloger des mecs, il faut qu'on mange. Il y a plus de gens pour manger et les ressources de la planète sont en train de se rétrécir. Elles sont pas, elles sont finies, ces ressources-là. Finies, je veux dire, dans l'espace, dans le temps. Il faut faire attention. Et donc, voilà, il faut produire le top, ce qu'on peut produire. Je parle de génétique des espèces et de gestion de l'environnement. Il faut les amener au plus haut niveau possible, avec un minimum d'intrants. Je dis bien intrants. Ça peut être des intrants organiques, chimiques, encore un peu, pourquoi pas. Si c'est nécessaire, on pourra en parler un peu tout à l'heure aussi de la nécessité de certaines, des pesticides en général et autres. Et puis, respecter cet environnement, ça veut dire arrêter de... Il faut avoir des sols propres, des eaux propres, des sols propres et des productions complètement propres. Ça veut dire exemple de tout produit agrotoxique tout en sachant que, ça c'est très drôle quand même, je veux le dire, c'est que aujourd'hui la limite d'analyse, de capacité d'analyse des outils les plus perfectionnés pour rechercher des molécules pesticides, ah ben on sait que ça peut pas être le zéro. Non mais c'est important ce que je dis. Ça veut dire que si on veut une tolérance zéro, parce qu'il y a des intégrismes qui se développent de tous les côtés, il n'y a pas que dans la religion musulmane, aujourd'hui c'est un lieu commun aussi, donc je veux dire, ah ben, parlons-en, qu'est-ce qu'on... Hein, tu me regardes là? Oui, je te regarde, oui. Mais pour en revenir, si je me mets à la place de l'agriculteur, il entend, il a la pression médiatique, on le traite de pollueur, il est un peu perdu l'agriculteur. Et avec cette méthode-là, sous toutes les latitudes, donc une association de couverture permanente des sols avec les plantes que l'on cultive, ouais. On peut... Est-ce que l'empreinte de l'homme sur la planète, elle peut être durable? Est-ce qu'on peut nourrir tout le monde sans flinguer tout? Mais bien sûr, non seulement ça, moi je vais beaucoup plus loin que ce que tu viens de dire. Exemple, c'est que on te parle des terres disponibles arables sont en train de se rétrécir. Il y a l'Afrique, mais ils ont déjà tout défoncé. Excusez-moi des termes un petit peu violents, mais c'est un peu ça. On a enlevé les forêts, là où il y en avait. On a fait des... je ne sais pas si tu connais cette expérience colossale. Il y a un monsieur au Nord Cameroun, Sahel, il tombe 400-600 mm, et il y a des tas de gens qui se disent une fois que la couverture végétale a disparu, bon, il reste que Acacia céiale, toutes ces espèces épineuses, légumineuses ou autres, qui sont bien adaptées à ces climats-là. Et bon, les grands débats, est-ce qu'on peut régénérer ça, combien ça coûterait, mais bon, enfin, tous ces débats monstrueux, et la recherche qui est intervenue pendant toute la colonisation française, il y a un paquet de trucs, les grandes sociétés cotonnières et tout ça. Et il y a un type qui est venu, qui était du Sirah de Beya. Et lui, tu sais ce qu'il a fait? Il a fermé, il a pris un endroit dégradé là, complètement dégradé, là. Faudrait replanter, comment on va faire de l'agriculture, il l'a fermé. Et puis il est parti. Il a dit, on verra dans 10 ans. C'est redevenu une forêt. Donc dans des cas qui, selon nos outils d'investigation analytique, voilà, tu sais, les analyses de sol, le truc, tout ça, c'est foutu. Maintenant, on rentre dans la désertification, tous ces processus-là. Ben, ils montrent que même quand ça a l'air, cette expérience a montré, elle était colossale. Il y a eu des publications dessus. Il faut rechercher ces documents-là. Ils valent des fortunes. Ce monsieur a montré que, bah écoute, si on fout la paix à la nature, déjà, ça veut dire qu'on ne la brûle plus, les feux de brousse passent plus. Attention, c'était protégé. Hein. Il a fermé avec des barbelés et il était interdit que le feu rentre là-dedans. Donc il y avait des pare-feux tout le tour. Écoute, la forêt s'est refaite. Et on a retrouvé, 15 ans après, tu as une végétation, mais jamais tu peux penser que c'est le pseudo-désert sur lequel tu foulais il y a si peu de temps. En quelques années, c'est revenu à ce niveau. Deuxième donnée que je veux te dire, sur la régénération, ça veut dire que moi je vais plus loin que toi, c'est-à-dire que sur les réserves qui restent encore et sur les sols du monde, non seulement il faut récupérer les sols qu'on appelle dégradés.
Alors les sols dégradés, c'est quoi? C'est des sols qui déjà, on les abandonne un peu en cours de route quand on n'a pas les techniques ou qu'on ne sait pas faire, ou tout simplement on n'a pas encore les techniques pour les remettre en route. Moi je dis qu'on les a, mais bon, on peut ne pas le croire. On les abandonne et on dit on va défricher un peu plus loin, c'est-à-dire on fait tomber un morceau de forêt d'Amazonie de plus, parce que là vraiment ça va plus. Alors, ou on met un pâturage extensif, comme au Brésil par exemple, et puis on te met une tête de bétail tous les 10-15 hectares. C'est-à-dire que c'est de la terre, il pleut, il y a de la température, tu pourrais produire des biomasses colossales, et tu produis une tête de bétail qui est maigre encore, parce elle est pleine de tiques, de diarrhée, de machin, de trucs, tous les 10 hectares. Donc on immobilise des potentiels productifs, mais on peut régénérer ça. Alors, au sud de l'Amazonie, simplement, pour te dire, au sud du bassin amazonien, il y a 16 millions d'hectares. Déjà, tu entends? 16 millions. On cultive 30 millions de terres en France. 16 millions. Rien que dans ce petit bout-là. Je parle du Brésil. Mais tu imagines. Attends, là où il tombe, 2,50 m d'eau. Ça veut dire, il y a ce qu'il faut, et la température, top. Donc là, il y a deux éléments fondamentaux, l'eau et la chaleur. Après, le reste, c'est des techniques. Et c'est là où le génie végétal intervient. Le génie végétal, moi, les couverts végétaux que tu as appelé ça, moi je les appelle comme ça bien sûr, puisque j'ai beaucoup participé à cette affaire-là, mais je les appelle le génie végétal. Le génie végétal qui est méconnu. Parce que moi j'ai défini des fonctions, j'ai écrit là-dessus sur les fonctions de protection des sols contre l'érosion, j'ai écrit sur les fonctions herbicides. Herbicide au sens où tu n'as pas besoin d'utiliser d'herbicide. Le couvert végétal va t'éviter, va contrôler naturellement tes mauvaises herbes, naturellement, jusqu'à un certain niveau. Et est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin pour contrôler complètement les mauvaises herbes? Moi, je sais faire. Ça peut paraître prétentieux, mais l'histoire de dire on peut se passer du glyphosate, alors moi, j'ai même plus envie de participer au débat parce qu'on sait faire ça. On sait déjà faire. Et il n'y a pas qu'une technique. Bon, ok. Donc, le génie végétal te permet de récupérer des terres dégradées qui aujourd'hui servent à une productivité ridicule, qui immobilisent donc des champs énormes de production possible, dans des ambiances où justement le changement climatique, on n'en est pas encore là, la forêt amazonienne, même si elle connaît des changements climatiques aussi ces derniers temps, il y a des phases un peu plus sèches, des feux qui viennent avec la foudre qui met un peu le feu par-ci par-là, ça commence à créer quelques déséquilibres, mais c'est des milieux, quand tu as l'eau et la température, écoute, tu fais, avec le génie végétal, tu peux tout faire. Voilà. Donc, je veux dire, moi je vais plus loin que toi, ça veut dire, recensons sur cette planète, au-delà des terres qui restent encore vierges, il n'y en a pas des masses, ça quand même, à part faire tomber la forêt amazonienne, à part le bassin du Congo, enfin. Voilà. Oui, mais attends, alors la CH4, bonjour pour le méthane et bonjour le reste. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des dizaines de millions d'hectares de terres dégradées qu'on pourra remettre dans le circuit au service de l'homme, produire, et alors sous des formes sociales qui pourraient être, parce qu'on n'a pas parlé du social tout à l'heure dans l'agroécologie, mais il compte aussi énormément, c'est comment on le remet en route. Alors c'est des grands groupes. Pourquoi les gouvernements, par exemple, le gouvernement brésilien, moi, dans les bouquins que j'ai écrits, j'ai fini par ça, en disant il faut que le gouvernement incite à récupérer ces zones dégradées. Il y a une incitation à faire, comme les subventions qu'on donne pour faire du bio, pour faire ici chez nous. Il devrait y avoir des incitations gouvernementales pour dire, ah ben voilà, alors, mais ça peut passer par des petits agriculteurs, pourquoi pas, avec ce que j'appelle des jardins tropicaux. Il y a des cultures pérennes, il y a du café, il y a du cacao, il y a toutes les espèces qui poussent bien là, qui servent de haies, de filtres à champignons, à maladies, à trucs, des oiseaux qui peuvent venir attaquer les ravageurs et autres, et on cultive entre ces lignes d'arbres intelligentes et très diversifiées au niveau commercial, on cultive des cultures vivrières et autres. Ça peut se faire donc par des petits, ça peut se faire par des gros si on veut que ça aille vite, ou la combinaison des deux. Ce qu'on a appris au Brésil par exemple, c'est que les petits se développent beaucoup quand les gros sont là. Parce que tous les circuits commerciaux sont là, on vend, il y a des intrants si on veut en utiliser, même des intrants organiques, je ne parle pas nécessairement des pesticides, et il y a un savoir-faire de la grosse machine qui passe à la petite, et ils peuvent aider à développer les petites machines, ce qu'ils ont fait dans le sud du Brésil, où il y a des centaines de milliers d'hectares, traction animale, avec toutes les machines qui vont avec. Bon, donc moi je dis oui, attention à ce qui se rétrécit très dangereusement. Le changement climatique n'aide pas, mais je crois qu'on l'aide, lui, à avancer un peu plus vite, la désertification. Mais n'oublions pas que derrière, que dans ce panorama qui est souvent catastrophiste, moi je trouve que beaucoup de gens, je ne citerai pas de nom là, mais il y a des gens, moi ils me font peur les mecs. Tu les entends parler, le dernier avion qui vient de tomber leur est tombé sur les pompes le matin, quoi. C'est de la catastrophe, c'est la fin du monde, quoi. C'est pas ça du tout. Moi ce que j'ai appris dans ma vie, c'est que ce qui avait l'air complètement condamné
à une désertification assurée, je t'ai cité le cas d'une régénération naturelle, et bien maintenant je te dis qu'avec le génie végétal tu remontes tout ce que tu veux.